pour commencer sur ce thème, j'ai voulu d'abord essayer de comprendre en quoi le champagne était justement d'abord un vin industriel et interroger justement cette notion d'industrie. Parce qu'effectivement, si on regarde l'origine du vin de Champagne, alors voilà, pardon. Si on regarde l'origine du vin de Champagne, le champagne n'est pas un vin de vigneron, c'est d'abord un vin de marchand. Vous savez, en fait, les premiers, probablement, c'est un débat historique, mais les premiers à avoir vraisemblablement fait mousser les vins de champagne, ce sont les marchands anglais. C'est lié à une innovation dans le domaine du verre qui a eu lieu en Angleterre, où le roi d'Angleterre a interdit en fait l'usage du bois aux industriels parce qu'ils voulaient le réserver pour la marine. Et donc, les verriers se sont mis à utiliser du charbon et à obtenir un verre beaucoup plus résistant. Et pour mieux conserver le vin, eh bien, les marchands ont pris l'habitude de tirer les vins en bouteille. Et vous savez que la Champagne est une région très septentrionale pour la culture de la vigne. Et ce qui se passait souvent avec le vin en Champagne, c'est que la première fermentation, qui avait lieu en tonneau, était souvent coupée par le froid et elle reprenait au printemps suivant. Mais vous comprenez bien que le tonneau n'est pas un contenant complètement hermétique et donc le gaz s'en allait. Et bien, très vraisemblablement, il s'est produit au XVIIe siècle en Angleterre le même phénomène, c'est-à-dire que une seconde fermentation a repris quand le climat est devenu plus doux et cette fois-ci, cette fermentation a repris en bouteille. Et le champagne est né comme ça, et l'aristocratie anglaise s'est entichée de ce vin effervescent, et les négociants champenois qui sont des malins, même si au début ils n'appréciaient pas trop cette mode, ont suivi le goût de la clientèle plutôt que leur propre goût, et le champagne est né ainsi. Mais le problème qu'on avait au début, c'est que cette effervescence était très difficile en fait à maîtriser. On ajoutait en fait au moment du tirage une liqueur sucrée et ce sucre en fait venait nourrir les levures qui allaient justement activer la seconde fermentation. Donc au moment du tirage en bouteille, on rajoute une liqueur sucrée. Le problème en fait, c'est qu'on ne savait pas quelle était la quantité résiduelle de sucre dans le vin que l'on mettait en bouteille. Et donc par conséquent, on avait des taux de casse de bouteilles très importants, parce que quand on rajoutait trop de sucre au tirage de ces bouteilles, eh bien, l'effervescence était trop importante et les bouteilles explosaient. Donc, si bien que au XVIIIe siècle, la production de champagne en fait était très très limitée. C'était quelques centaines de milliers de bouteilles, pas plus. Et surtout, c'était une production qui était extrêmement onéreuse. Un champagne, c'était 3 fois le prix d'un grand Bourgogne. Et donc, si vous voulez, d'une part, les vignerons ne pouvaient pas techniquement prendre en charge justement cette seconde fermentation et ce processus. Et économiquement aussi, il fallait avoir un débouché pour ce champagne qui coûtait très cher à produire et qui donc à la vente était extrêmement onéreux. Et c'était uniquement les grandes cours européennes, les grands aristocrates qui pouvaient se payer un vin de ce prix. Ce qui fait que les seuls en fait à pouvoir commercialiser cela, c'était des grands négociants, souvent des négociants du textile à Reims, qui de manière accessoire pratiquaient ce commerce. Et justement, comme c'était une spéculation très risquée, le fait qu'ils avaient d'autres activités économiques permettait, si vous voulez, de compenser en cas de grands taux de casse, etc. Donc, pour revenir à l'architecture, parce que là on en est encore loin, ça explique l'implantation urbaine des premières maisons de Champagne. Et la deuxième chose, c'est que le champagne a eu un côté très artisanal au début, les quantités étaient très réduites, et par conséquent, si vous voulez, les premiers locaux affectés à la production de champagne n'étaient pas spécialement affectés à la production de champagne, justement. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas été construits pour ça. C'était souvent dans les maisons des négociants, de ces négociants du textile, et dans leurs caves. Mais on n'avait pas conçu des bâtiments spécialement forcément pour ça. Alors, cette industrialisation, du coup, puisque là on est encore dans une phase finalement artisanale, où le champagne est un peu une curiosité, si vous voulez,
Cette industrialisation, elle va arriver dans les années 1830 grâce à une innovation d'un pharmacien chalonnais qui s'appelle Jean-Baptiste François et qui, utilisant le gluconomètre de Cadet de Vaux, va mettre au point une méthode qui permettra de mesurer la quantité de sucre résiduel dans le vin et par conséquent de doser avec plus de précision au tirage pour que cette seconde fermentation puisse avoir lieu dans les meilleures conditions. Et à partir de là, le taux de casse va chuter. L'élaboration du champagne va s'industrialiser. Dès les années 1840, tous ces négociants en fait, vont abandonner souvent leurs activités annexes de textile ou autres, ou de banque, et se spécialiser dans la production de champagne. Et on va voir très vite en fait, le champagne s'industrialiser avec tout un tas de machines qui vont se mettre au point dans 1840, de dosage mécanique, de bouchage, etc. Et avec du coup la mise en place de locaux spéciaux. J'ajoute que dans cette phase d'industrialisation, le négoce allemand va jouer un rôle très important. Vous savez, en Allemagne, on a une vision beaucoup plus industrielle du vin. Les germaniques, il y a beaucoup de négociants allemands qui sont arrivés dans cette période-là, notamment la famille Mumm. En Allemagne, on a une vision beaucoup plus industrielle du vin. En Allemagne, le vin est d'abord un vin de cave. Et on considère en fait que, si vous voulez, la vigne, c'est quelque chose de trop aléatoire qu'on ne peut pas trop maîtriser parce que c'est les aléas de l'agriculture, des saisons, etc. Alors que justement, en cave, on peut rattraper, grâce à la technique, tous les défauts éventuels du raisin. Et donc ça, c'est une vision très prégnante dans le champagne. Et quand vous regardez Mumm, par exemple, au début du XXe siècle encore, ça avait beau être une des premières maisons de champagne en termes de production, ils étaient déjà à plusieurs millions de bouteilles, ils avaient un vignoble très réduit d'une 40aine d'hectares. Voilà. Alors une deuxième dimension aussi qui est importante à voir pour bien se figurer cette vision industrielle du vin des Champenois. Si vous voulez, le champagne, c'est beaucoup plus un vin de marque au XIXe siècle qu'un vin de cru. Le but d'un chef de cave, c'est chaque année de reconstituer, grâce à l'assemblage justement de différents crus, le style de la maison, et que ce qu'on appelle le brut sans année, et que du coup le client, d'une année sur l'autre, reconnaisse à chaque fois sa marque. Donc on est dans l'idée d'industriel de standardisation un peu du goût, si vous voulez, de reproduction d'un certain nombre de process pour avoir toujours le même résultat. La deuxième chose aussi qu'il faut voir au XIXe siècle, c'est toutes les interventions qu'on fait dans le vin. Le champagne est un vin quasi fabriqué au début du XIXe siècle. Il faut voir les quantités de liqueurs de dosage qu'on pouvait avoir au XIXe siècle. Au début du XIXe siècle, vous aviez, d'après Maumenet, jusqu'à un tiers de la bouteille qui était constituée de liqueurs de dosage. Donc la liqueur de dosage, c'est la liqueur qu'on met, il ne faut pas confondre avec la liqueur de tirage, c'est la liqueur qu'on met à la fin, juste avant l'expédition, et qui va en fait faire que vous avez un demi-sec, un brut, etc. Et donc cette liqueur de dosage, elle pouvait atteindre un tiers de la bouteille. Et dedans, vous trouviez des choses aussi exogènes que de l'alcool de framboise, du cognac, du vin de Madère, du Porto. Et donc on comprend, si vous voulez, aussi dans cette perspective-là, pourquoi aussi le champagne communiquer autant sur son aspect industriel et pas tellement tant sur son aspect terroir au début du XIXe siècle et au cours du XIXe siècle. Et finalement, en fait, cette communication sur le terroir, elle est venue un petit peu à partir du moment où on a commencé à vouloir défendre le nom Champagne pour le réserver justement bien aux raisins, aux vins produits à partir de raisins provenant de la Champagne. Au moment où on a commencé à délimiter aussi la Champagne viticole, là on a commencé à communiquer sur le terroir, mais au XIXe siècle on communique énormément sur l'aspect industriel dont on n'a pas du tout honte. Au contraire, on le met très en avant parce que aujourd'hui, si vous voulez, industrie et luxe, parfois ça paraît antithétique. Au XIXe siècle, au contraire, l'industrie c'est un gage de précision. Vous savez, entre un dosage manuel et un dosage mécanique, le dosage mécanique, il est beaucoup plus précis que le dosage manuel. Et donc, cette industrie, on n'hésite pas à la magnifier. Et on la magnifie notamment à travers, justement, l'architecture. L'architecture est là pour magnifier cet aspect industriel qu'on met énormément en avant. Alors, on va le voir déjà...
on va voir ça à travers un peu les différents, je dirais, éléments je dirais, locaux qui sont consacrés à l'élaboration du champagne. Il y a d'abord évidemment les caves. Alors, on peut dresser un peu une typologie en fait de ces caves. Vous avez d'abord les caves de Reims, ces fameuses crayères. Alors, il faut savoir en fait que sur la butte Saint-Nicaise à Reims, il existait d'anciennes carrières de pierre et de chaux qui remontaient, dit-on, à la période gallo-romaine, mais essentiellement surtout à la période médiévale, et qui ont cessé d'être exploités à la fin du XVIIIe siècle, au moment justement où le ciment moderne a été inventé, où on a remplacé la chaux qui servait dans le mortier justement par ce ciment. Et ces crayères, au tout début, elles étaient ces carrières, pardon, les carrières de pierre étaient au début des extractions à ciel ouvert, et très vite en fait, pour s'abriter en fait du mauvais temps, éviter la pluie, éviter le froid aussi et le gel sur les carrières, on s'est mis en fait à construire. En fait, à les creuser avec un système très particulier, c'est-à-dire une ouverture très étroite et qui s'élargit en fait progressivement vers le bas, en forme pyramidale, hein, ces fameux essors qu'on voit. Si vous voulez, du coup, la petite ouverture supérieure permettait l'excavation des pierres ou de la chaux, et en même temps, elle était suffisamment petite pour ne pas laisser rentrer en fait l'eau, la pluie, etc. Et puis aussi pour ne pas laisser rentrer trop le froid, pour ne pas avoir des problèmes de gel. Après ça, donc les premiers en fait à avoir compris en fait peut-être l'intérêt de ces crayères pour le vin, ça va être la maison Ruinart lors de son transfert en fait d'Épernay à Reims en 1769. Et à partir de ce moment-là, en fait, on va relier ces différents puits, ces différents essors. Au 19e siècle, il y en avait 3000 des essors comme ça sur la butte Saint-Nicaise. Eh bien, on va commencer à les relier ensemble. Et ça va être assez facile, en fait, parce que, si vous voulez, la craie se creuse très facilement et il n'y a pas besoin d'étayage, en fait. On n'a pas besoin de maçonner, en fait. Et donc ça va vraiment être, finalement, un emplacement vraiment idéal. En plus, au 19e siècle, au début du XIXe siècle, on a des remuages de bouteilles qui sont encore sur des tables horizontales, donc on a besoin d'énormément de surface. Et puis on va innover, on va avoir ces pupitres qui sont plus ou moins à la verticale et qui vont permettre justement un énorme gain de place. Donc on avait besoin d'énormément de place et justement ces crayères offraient toute cette place. En plus, donc, on a des conditions qui sont absolument idéales, hein. On est entre 10 et 12 degrés toute l'année, parce qu'en dessous de 7 mètres de profondeur, la température à l'année ne varie quasiment pas. Donc ça va favoriser, si vous voulez, cette température fraîche, voilà, une fermentation lente et l'obtention justement de cette mousse de qualité crémeuse qui est propre au champagne. Alors après, il y a un deuxième aspect qui est très intéressant pour les maisons de champagne dans ces caves, c'est, je dirais, le fait qu'on a des caveaux plus ou moins profonds. Alors il faut savoir, je vous ai dit tout à l'heure que Jean-Baptiste François avait permis la maîtrise de la seconde fermentation. C'est pas complètement vrai, c'est-à-dire que encore après 1840, on ne connaît pas encore très bien le mécanisme des levures. En fait, on ne connaît pas même l'existence des levures parce que c'est Pasteur. Et on ne sait pas, par exemple, que les levures ont des appétits différents, notamment selon leur milieu, mais aussi selon l'origine de ces levures. Et ce qui fait qu'on a encore des problèmes de casse. Et les caves vont justement permettre, si vous voulez, quand on s'aperçoit que la pression monte trop dans les bouteilles, de suspendre cette seconde fermentation pour éviter justement les explosions de bouteilles, et grâce en fait à un jeu sur la température. C'est-à-dire que le froid permettra de recouper cette seconde fermentation. Et donc en fait, on déplacera, quand l'afromètre, une invention de Maumenet justement, ce chimiste rémois, quand l'afromètre indiquera en fait une pression trop élevée, on déplacera les bouteilles dans des caveaux plus profonds. Et Maumenet décrit tout un usage comme ça des caves et de la régulation de la température de ces crayères. Par exemple, les essors pouvaient être ouverts pour créer des courants d'air et refroidir d'un seul coup les caves quand la température était inférieure à l'extérieur ou quand la température était
égale, parce que Montmenet s'est aperçu en fait que quand la température était égale, le seul courant d'air en fait provoquait une évaporation de l'eau très importante sur les parois en craie, et que cette évaporation de l'eau refroidissait immédiatement encore la température des crayères. Autre aspect aussi dans les aménagements par rapport à ce problème de la casse récurrent, c'est l'aménagement de gouttières et de plans inclinés pour le stockage de ces bouteilles, parce que quand les bouteilles commençaient à casser et à fermenter à l'air libre, il faut s'imaginer en fait que la température dans les caveaux, elle grimpait très vite, ce qui fait que la chaleur augmentant, les autres bouteilles voyaient leur fermentation accélérer et la casse s'accélérait à toute vitesse. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire dans ce cas-là? On prenait des grands seaux d'eau glacée et on les jetait sur les bouteilles, à la fois pour refroidir et puis pour évacuer ce vin qui fermentait à l'air libre et qui augmentait la température. Donc voilà, tout ça c'est décrit dans les traités de Montmenet au XIXe siècle. Alors à Épernay et à Châlons, on a une typologie de caves un peu différente parce que ces caves ont été creusées. Alors du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une organisation des caves beaucoup plus rationnelle, et il y a peut-être là un facteur d'explication dans le fait que finalement Reims est resté vraiment la ville de la grande bouteille, avec des coûts de production peut-être plus élevés, et c'était vraiment les grandes marques pour la haute aristocratie, etc. Alors que Épernay, grâce à une organisation industrielle plus poussée, plus rationnelle, a réussi à diminuer ses coûts de production, et c'est en partie, pas complètement, mais en partie spécialisé vers le champagne plus démocratique, ce champagne qu'on appelait le champagne de la petite bouteille. Et l'exemple emblématique de ça, c'est la maison Mercier, qui a creusé donc ses caves dans le Mont Bernon. Et Eugène Mercier est connu pour justement avoir déchiré les plans de l'architecte qui lui avait présenté un réseau de caves classiques avec des caves justement superposées et reliées entre elles par des cheminées, en expliquant justement à son architecte que, eh bien, il allait multiplier en fait les coûts de production par là, et qu'il fallait que lui, il voulait justement des caves qui soient toutes au même niveau, sur un seul plan, et organisée de manière géométrique, que l'unité de mesure, ce ne serait pas le mètre, mais le kilomètre, et voilà, elle serait bien coupée à angle droit, etc. Et donc, ces caves Mercier ont tellement intéressé les négociants que Mercier, après, a vendu ses compétences comme creuseur de caves, justement, à d'autres négociants, et c'est devenu une activité à part entière, d'ailleurs, de la maison Mercier. C'est chez Mercier aussi qu'est introduit pour la première fois, dans les années 1886, l'éclairage électrique. Avant, on avait des éclairages aux chandelles, ça coûtait extrêmement cher. C'est aussi en fait un dernier aspect de ces caves de Mercier, c'est qu'elles sont creusées, à la différence de Reims, à flanc de montagne. Ce qui est bien en fait que vous pouvez accéder directement sans passer par un escalier dans ces caves. Et ça va énormément aider, par exemple, le raccordement à la voie ferrée, parce que ça c'est un aspect très important, si vous voulez, de l'avenue de Champagne et de cette implantation des maisons de Champagne sur l'avenue de Champagne, c'est que c'est d'abord la situation sur un lieu absolument stratégique. L'avenue de Champagne, c'est un axe qui va devenir une route royale au XVIIIe siècle, qui relie justement Paris à Metz, donc c'est un axe capital. Dès le début du XIXe siècle, vous avez un canal qui est creusé, et juste après, toujours le long de cette avenue, et juste après, vous avez une voie ferrée qui est ouverte en 1849, qui est l'axe Paris vers l'Est. Et donc, toutes les maisons de Champagne, donc Castellane, etc., enfin l'Union champenoise plutôt à l'époque, Perrier-Jouët, et puis Mercier, vont avoir des accès directs sur cette voie ferrée avec des voies ferrées qui accèdent directement aux caves. Et vous avez le même type d'installation. Alors attendez, hop. Vous avez le même type d'installation à Châlons, pardon. À Châlons, vous avez ce qu'on appelle la colline de Fagnières, qui est à l'extérieur un peu de la ville, qui était aussi un axe, je crois que c'est une route impériale. Et il va y avoir aussi justement une voie ferrée. Et Jackson, qui était le grand négociant en fait, de Châlons au XIXe siècle, qui rivalisait même avec Moët et Chandon à l'époque, va faire ouvrir un axe. Alors c'est pareil, c'est des caves qui sont creusées à flanc de montagne, et Jackson va faire ouvrir un axe de voie ferrée directement sur sa maison, sur ses caves. Et il va même faire aménager un canal spécial avec un port spécial pour sa propre maison.
Donc voilà, alors c'est une partie des innovations de Jackson. Dans les autres innovations de Jackson concernant les caves qui sont intéressantes, il y a les réflecteurs. Les réflecteurs, c'était justement pour gérer, avant l'arrivée de l'électricité, la question de la lumière. Et donc Jackson avait fait aménager en fait en bas des essors des panneaux métalliques qui devaient refléter la lumière du jour à l'intérieur en fait des caves. En fait, il s'est aperçu que c'était assez mauvais pour les vins, parce que ça provoque ce qu'on appelle, vous savez, la lumière du jour, les goûts de lumière dans le vin. Et donc, on dit, alors c'est peut-être un peu de la mythologie, je ne sais pas, mais que ces panneaux réflecteurs auraient été découpés pour être utilisés comme les premières plaques de muselet, parce qu'on prête à Jackson l'innovation du muselet. Là encore, à mon avis, il y a matière à discussion sur ces questions-là, mais enfin, voilà, pour en discuter. Alors, on notera aussi le caractère labyrinthique en fait de ces caves, et on se dira peut-être que ça a eu un impact sur les politiques paternalistes des maisons de champagne. C'est-à-dire que les ouvriers cavistes dans ces labyrinthes, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. C'est extrêmement difficile de surveiller les cavistes dans ces labyrinthes. Donc on a intérêt à avoir des ouvriers vraiment très moraux. Si vous voulez, on n'est pas dans l'organisation de la panoptique, ce qu'on appelle la panoptique, c'est-à-dire les nouveaux espaces industriels où justement tout est dans une grande pièce avec une surveillance justement des contremaîtres. Là, on ne peut pas appliquer cette panoptique dans les caves. Et donc, il faut des ouvriers très moraux, très autonomes, et donc il faut les moraliser, d'où les politiques paternalistes certainement importantes utilisées dans les maisons de champagne. D'où aussi le refus de la mixité dans les caves. Moi, j'ai souvent retrouvé dans les interviews des chefs de cave le fait qu'ils avaient très peur de cette mixité parce qu'ils avaient peur d'avoir beaucoup de filles mères. Voilà. Donc, bon, c'est anecdotique. Dernier aspect aussi, sur ce côté labyrinthique, finalement, ça a beaucoup rendu service aux maisons de champagne pendant les guerres. C'est-à-dire que personne ne savait très bien où allaient ces galeries, comment elles étaient organisées, parfois. Et ça a permis, dans certains cas, de murer des caveaux et de les cacher derrière des tas de bouteilles quand les Allemands étaient là. Même en 14, à l'Union champenoise, à Épernay, quand les Allemands se sont un peu trop rapprochés d'Épernay au moment de l'offensive de Ludendorff, eh bien, ils ont fait miner les entrées des caves. Alors, ils n'ont pas eu finalement à faire sauter les entrées des caves, mais ils ont eu très peur et ils comptaient justement cacher ces entrées et faire croire que les caves étaient beaucoup plus petites qu'elles ne l'étaient. On notera aussi la spécificité des caves construites par certaines coopératives. Alors là, on va sur une période plus tardive, sur l'après-Seconde Guerre mondiale, et je pense notamment à celles de Mailly-Champagne, qui sont très intéressantes, parce que, en fait, chez Mailly-Champagne, c'était les vignerons coopérateurs eux-mêmes qui creusaient les caves, et par conséquent, quand vous regardez en fait les différentes galeries, vous vous apercevrez qu'elles n'ont pas la même longueur chacune. Et en fait, ils creusaient quand? Ils creusaient pendant les saisons mortes, c'est-à-dire en hiver, et donc selon que l'hiver était intense et long, eh bien la longueur des caves était plus ou moins longue. Donc on pourrait faire une archéologie du climat à travers l'archéologie finalement des caves de Mailly-Champagne. Voilà, donc ces caves sont des curiosités et qui attirent justement du coup les visiteurs, et que les négociants justement ne vont pas hésiter à utiliser pour leur publicité. Et par exemple, la maison Veuve Clicquot a fait décorer ses crayères dès le 19e siècle par l'artiste Navelet avec des bas-reliefs. En 1891, le président Sadi Carnot se balade en carrosse dans les caves de Mercier. Donc voilà. Et donc, tel est en effet le génie du champagne, avoir compris parmi les premiers les vertus des relations publiques. Donc ça, c'était le petit port justement de Jackson à Châlons. Oui, parce que en fait, dans le champagne, une des caractéristiques, c'est qu'on est sur un produit de luxe. Et au 19e siècle et au début du 20e siècle, on considère que le luxe est incompatible avec la publicité directe. On ne peut faire que de la publicité indirecte. Vous savez, parler de soi, se vanter, c'est toujours très vulgaire. Alors que quand les autres parlent de vous, eh bien, tout de suite, c'est beaucoup plus élégant. Et par conséquent, voilà, on laisse ça aux mousseux, si vous voulez, les encarts publicitaires, tout ça, c'est pour les mousseux. Pour le champagne, on préfère créer des événements dont la presse parlera spontanément, créer la sensation dont la presse parlera spontanément. Et on s'aperçoit d'ailleurs que ce type de publicité est beaucoup plus économique, parce qu'on n'a pas à payer des encarts, des espaces publicitaires. Et l'architecture est un moyen justement de faire sensation et d'attirer justement l'attention. Et c'est ainsi que, comme le souligne
Alice Tomim, dont je recommande le remarquable article qui est dans cet ouvrage-là, sur l'architecture justement des maisons de champagne. Chose exceptionnelle à l'époque, justement pour construire les bâtiments industriels, les bâtiments de production eux-mêmes, les négociants de champagne ne vont pas hésiter, plutôt que de faire appel à des simples entrepreneurs comme on le faisait souvent dans l'industrie, à faire appel à des véritables architectes. Alors ce sera souvent plutôt des architectes champenois plutôt que parisiens, mais des architectes qui auront déjà une renommée qui va au-delà de la Champagne. Alors, l'avenue de Champagne, évidemment, sera particulièrement marquée, et pour cause, les façades et les jardins sont directement en fait visibles pour les passagers justement de la ligne Paris-Metz, la ligne de chemin de fer. Donc, et donc les maisons de Champagne vont rivaliser, chercher à se distinguer à chaque fois en faisant des choses toujours plus originales, au détriment d'ailleurs, un petit peu quand même, beaucoup même, de la cohérence urbanistique. Puisque ça va de la reproduction du château de Sceaux, donc néo-Louis XIII, qui est le château Perrier, que vous avez là, bâti je crois par Perrier-Jouët, et à la création d'une tour de gare entre 1903 et 1905 par l'Union Champagne. Donc l'architecte, ce serait, on pense, Fournier, et il se serait beaucoup inspiré de Marius Toudoir justement et de la tour de la gare de Lyon. C'est une tour, en fait, on a l'impression qu'elle n'est pas en béton, mais elle est complètement en béton, et si vous voulez, tout le revêtement est en pierre et en briques. Et elle rivalise justement avec la hauteur des clochers voisins, parce qu'elle fait 66 mètres de hauteur. Et l'idée, en fait, c'est d'évoquer le voyage, évidemment, le caractère international de l'Union Champagne puis de Castellane, qui vend déjà dans le monde entier. Et d'ailleurs, sur les frontons des bâtiments qui entourent cette tour, on peut lire les noms en grand des principaux comptoirs de la maison, donc Bruxelles, Londres, Paris, New York, Barcelone, Alexandrie, etc. Alors en ce qui concerne les jardins qui vont avec ces grands bâtiments, on a davantage de cohérence, parce qu'en fait, comme l'avenue de Champagne, on est un peu sur une colline, on a des terrains pentus qui ne sont pas très adaptés aux jardins à la française, et donc très généralement, on a plutôt des jardins à l'anglaise. L'architecture de ces bâtiments du Champagne sera aussi très souvent marquée par le mouvement Art Nouveau et Art déco, parce que les principes en fait, de l'Art Nouveau épousent parfaitement finalement l'idéologie du Champagne. Vous savez, c'est en fait un mouvement qui a été influencé par le mouvement Art and Craft anglais, lequel justement au XIXe siècle s'inquiète de la transformation de l'environnement, de la standardisation un peu des formes et de la disparition de l'art, et ce mouvement veut remettre de l'art partout, y compris voilà, dans les bâtiments industriels. Et dans ce mouvement Art and Craft, on considère aussi que pour produire du bon et du beau, il faut soi-même être dans du beau et du bon. Et donc, il faut pouvoir être inspiré par un beau lieu. Et donc ça aussi, ça va parler au Champagne, qui est un produit de luxe. On va chercher à ce que les ouvriers travaillent eux-mêmes dans du beau. Et donc, c'est le cas du cellier dans lequel nous sommes ici. On ne peut pas ne pas en parler. Donc, ce cellier, il a été construit par la maison Jules Moum, et on peut penser que c'est Alexandre Henriot, qui était associé de la maison Jules Moum, qui a sollicité justement l'architecte Ernest Calas pour le bâtir. Et là aussi, l'objectif était publicitaire. Alors, Alice Tomim Berrara nous dit que le lieu n'était pas très visible parce que la rue est relativement étroite, et que justement l'architecte, pour compenser ce manque de visibilité, a voulu un bâtiment qui accroche vraiment le regard, qui soit un peu tape à l'œil. Alors, Alexandre Henriot a souhaité faire décorer la façade à l'aide d'une sorte de frise en mosaïque qui retrace justement les grandes étapes de l'élaboration du Champagne. Et elle a été réalisée donc par Gilbert Martin. Et chacune de ces scènes est séparée par des cariatides. Donc les cariatides, on en parlait tout à l'heure, c'est pas tout à fait des cariatides, en fait c'est des atlantes, et encore. C'est des espèces de pilastres en fait personnifiés, voilà. Et ces cariatides, on les doit à Émile Pénaud, donc Émile Pénaud qui est quelqu'un de très important pour le Champagne. Et donc Alice Tomim nous dit qu'on est ici en fait sous l'influence de Viollet-le-Duc, pour lequel justement le décor extérieur d'un bâtiment doit refléter la vocation intérieure. Et effectivement, quand on regarde ce bâtiment d'extérieur, en fait, on a un peu l'impression d'un coffre-fort.
comme si en fait ce bâtiment renfermait quelque chose de précieux. Coffre-fort, vous voyez, c'est un bâtiment dont le mur est quasi aveugle, il n'y a absolument pas de fenêtre. C'est très carré, c'est très massif. Vous avez une lourde porte de fer, et donc on a le sentiment qu'à l'intérieur, il y a quelque chose d'extrêmement précieux qui doit être bien protégé. Un autre principe de ces bâtiments industriels est de rendre parfois hommage à la clientèle de la maison. C'est ainsi que la veuve Pommery confie la construction de ces bâtiments sur la butte Saint-Nicaise à l'architecte Alphonse Gosset. Alors, j'ai oublié un détail très rapide sur l'exposition universelle. Je reviens en arrière. Pourquoi je vous ai parlé aussi du cellier? Parce que l'architecte du cellier, Ernest Calas, donc qui connaissait Alexandre Henriot. Alexandre Henriot est devenu président de ce qu'est aujourd'hui l'Union des maisons de Champagne, qui va organiser en 1900 l'exposition universelle de 1900. On va bâtir à cette occasion un palais du Champagne, et ce palais du Champagne, donc, il est confié à Ernest Calas. Donc, comme quoi les relations, ça sert. Et un des décorateurs du palais du Champagne, un des sculpteurs, ce sera justement aussi Émile Pénaud, qu'on retrouvera là. Et ce palais du Champagne, il est un peu dans ce même esprit, c'est-à-dire qu'on cherche à refléter le Champagne dans l'architecture avec un style complètement rococo, une espèce de cascade de forme arrondie qui reflète justement les bulles du Champagne. Ça va être une grande réussite parce qu'il va accueillir 2 millions de personnes, 2 millions de visiteurs, même s'il va justement pâtir du fait qu'il ne va pas être rangé parmi les bâtiments, parmi les exposants industriels, mais parmi les exposants agricoles, au milieu des machines agricoles, ce qui va réduire un peu la clientèle cosmopolite qui pourra le visiter. J'avance un petit peu et j'arrive du coup sur ce que je voulais vous dire des bâtiments Pommery. Donc une autre vocation, une autre manière de faire de la publicité, évidemment, c'est de flatter son client. Et pour flatter son client, quoi de mieux que d'adopter son style architectural. Et donc Pommery, qui avait une clientèle très britannique, très anglaise, a choisi justement sur la butte Saint-Nicaise, en faisant appel à l'architecte Alphonse Gosset, de reprendre un style néo-Tudor. Et donc la veuve Pommery va utiliser des documents que lui prêteront ses amis châtelains écossais pour bâtir cette bâtisse très étonnante, très accrocheuse. Et autre chose aussi qui montre cet attachement à l'Angleterre, la maison Pommery est construite sur la route qui mène vers Châlons, sur un axe nord-sud, et justement qui est en fait un petit peu la route que prennent les Anglais quand ils descendent vers le sud. Donc voilà un peu. Et alors, c'est pas un système pour le coup qui est propre au Champagne. Si vous allez dans le Bordelais, par exemple, et que vous regardez le château Cos d'Estournel à Saint-Estèphe, eh bien, vous avez là aussi des pagodes orientales, un portail hindou, parce que la clientèle ciblée par cette maison, c'était un clin d'œil, c'était les officiers britanniques de l'armée des Indes. Donc c'était un usage déjà un peu dans les maisons de vin. La Première Guerre mondiale va contribuer à diversifier encore les styles en obligeant de nombreuses reconstructions. Et donc, notamment, on pense toujours à Reims qui a été rasé, mais Épernay a subi quand même pas mal de bombardements, y compris l'avenue de Champagne. Et Moët-et-Chandon a été très affecté par ces bombardements, comme vous pouvez le voir. Et donc, en 1928, ils vont reconstruire complètement un de leurs bâtiments. L'un des architectes, ce sera Bruno de Maigret, qui est justement de la famille de la maison Mouette, puisque Guylain de Maigret était le président de la maison à cette époque-là. Et c'est un bâtiment qui est extrêmement novateur, c'est-à-dire que c'est un bâtiment en fait construit sur poteaux, qu'il a justement à l'intérieur du coup des vastes plateaux modulables qui vont permettre justement à la société, au gré de ces restructurations, de se réagencer en fait très facilement. Ce système de poteaux va permettre également en fait d'alléger en fait le caractère très massif de ce bâtiment, avec du coup des surfaces de fenêtres qui vont l'emporter sur les murs pleins, ce qui va donner un peu de légèreté à cette structure massive et puis beaucoup de lumière évidemment à l'intérieur. Alors le bâtiment, par sa dimension, écrase en effet de sa masse énorme un peu le reste de l'avenue de Champagne et confirme justement Moët-et-Chandon dans son surnom que lui ont donné les vignerons, qui est la grande maison. La grande maison au sens un peu dans les fantasmes de celle qui gouverne la destinée de la Champagne, qui en serait la principale locomotive. Voilà. Et donc, tout comme le cellier, la façade cherche aussi à évoquer l'usage de l'intérieur du bâtiment, puisqu'on est sur des briques couleur sable, ce qui n'est pas tout à fait la couleur des briques habituelles en Champagne, et qui évoque justement la robe dorée des vins champenois. Alors au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce sont les coopératives qui édifient
les principaux bâtiments industriels. Au point d'ailleurs qu'à un certain moment, ils vont disposer d'équipements plus sophistiqués que les maisons de champagne elles-mêmes. Donc, le grand exemple de gros aménagements, ce sera le centre vinicole de la Champagne à Chouilly. Et novatrice, d'ailleurs, cette coopérative va abandonner le système des caves et construire des bâtiments climatisés pour le vieillissement de ces vins. Et certaines maisons de champagne finiront par suivre ce système et parfois même à abandonner leur propre cave pour ces bâtiments-là, parce que ça permet une organisation encore plus rationnelle, encore plus facile. Alors, l'importance de ces investissements des coopératives, en fait, se comprend par les avantages fiscaux des coopératives. C'est-à-dire que les coopératives ne payent d'impôts sur leurs bénéfices que, en fait, quand elles redistribuent à leurs adhérents. C'est-à-dire que c'est les adhérents qui intègrent dans leur compte d'exploitation qui sont taxés en fait sur le bénéfice. Et donc tout ce qui n'est pas redistribué et qui est réinvesti dans l'outil de production n'est pas taxé. Et donc ça explique pourquoi les coopératives se sont autant équipées et comment elles ont pu prendre une longueur d'avance à un certain moment sur les maisons de champagne. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir d'ailleurs qu'il y a eu un débat là-dessus, de savoir si cet basculement des coopératives dans la champagnisation ne faisait pas passer les coopératives dans une activité industrielle et non plus agricole, et qui ne légitimait plus du coup justement ces avantages fiscaux. Donc voilà, on voit même que du coup ça permet d'interroger justement cette notion d'industrie. Dans le même temps, les maisons de champagne, elles, investissaient beaucoup plus sur leur réseau commercial que sur leur outil de production. Et dans leur communication, après la Seconde Guerre mondiale, on commençait à vouloir justement masquer cette dimension industrielle, en mettant davantage l'accent sur l'image d'un produit artisanal, voire terroir. Donc quand on visitait les caves, surtout on ne montrait pas les nouveaux gyropalettes, on montre d'abord le remuage à la main sur les pupitres, etc. Comme si on avait honte un petit peu de cet aspect industriel, qui est pourtant dans la pure tradition champenoise. Et elles se sont remises à beaucoup investir en fait, dans leur outil industriel à partir des années 2000. On les voit réédifier à nouveau de grandes cuveries, etc. etc. Et elles se sont mises aussi à communiquer davantage sur ces outils à partir de la décision de l'UNESCO de classer les caves et les maisons en plus du vignoble, justement, donc au patrimoine mondial. Et justement, l'UNESCO a mis en avant l'idée d'un paysage vertical de la Champagne et l'idée d'un patrimoine industriel. Et donc, ça a donné le goût du coup aux Champenois de revisiter un peu cette notion-là et de revenir en fait à des sites industriels plus esthétiques peut-être, des lieux qui soient inspirants. Oui. Et sans doute d'ailleurs la loi E20 a peut-être aussi favorisé en fait ce retour à une valorisation des sites de production, parce que comme on a moins le droit, si vous voulez, de communiquer sur l'aspect festif, eh bien, on doit davantage communiquer sur le produit. Et bien, mettre en valeur justement ces bâtiments de production, c'est un moyen. Alors je pense par exemple, vous voyez la cuverie Grand Siècle dessinée par Michel Villemotte pour Laurent Perrier. Le retour de la vinification sous bois a aussi favorisé en fait, une revalorisation esthétique de ces bâtiments. C'est plus facile évidemment de valoriser des chais, c'est plus esthétique que des cuveries en inox parfois, qui évoquent davantage l'univers parfois de la laiterie. Donc voilà. Alors je vais avancer vite, mais un autre aspect auquel on pense moins, ce sont les résidences des négociants. Et en fait, ce qui est très important, si vous voulez, c'est de voir qu'au XIXe siècle, déjà, la vie privée en fait, de ces grands négociants fait partie de leurs relations publiques, et que les grandes réceptions qu'ils donnent chez eux, eh bien, va être un moyen justement d'éblouir la clientèle, de marquer leur appartenance à un monde du luxe. Si bien que, si vous voulez, l'investissement dans les châteaux et la transformation aujourd'hui de ces châteaux, très souvent en guest house, gérés par des maîtresses de maison qui sont aujourd'hui salariées, eh ben, c'est pas du tout une trahison de l'histoire et de la vocation de ces demeures, parce que c'était déjà en fait un peu le cas au XIXe siècle. Alors, c'est aussi ces grandes demeures marquées le ralliement de cette bourgeoisie par le mariage, très souvent à la haute aristocratie, qui apporte justement au champagne son art de vivre et son mêlée d'excentricité. Et donc, le cas typique, c'est la veuve Clicquot, qui fait bâtir, pour
pour sa fille qui épousait un chevinier, le château de Boursault. Le château de Boursault, c'est un château néo-Renaissance, référence directe au château de Chambord, avec 365 ouvertures, qui sont une référence en fait aux 365 cheminées du château de Chambord. Et pourquoi Veuve Clicquot fait appel à l'architecte Jean-Jacques Arveuf pour ça? Parce que Jean-Jacques Arveuf, à l'époque, s'occupe de la cathédrale de Reims et que la Veuve Clicquot, donc de sa restauration, la Veuve Clicquot est très préoccupée par la restauration de la Porte de Mars. Porte de Mars qui est en fait le premier témoignage architectural, un peu de l'activité de la vigne en Champagne, parce que vous avez un bas-relief sur les vendanges sur la Porte de Mars. Et donc la Veuve Clicquot s'en est occupée. C'est sûrement dans ce cadre-là qu'elle a rencontré cet architecte. Voilà, bon, je vais passer sur d'autres aspects. Je voudrais arriver sur une dernière dimension. C'est, je dirais, la vocation sociale du Champagne, et cette vocation sociale qui s'est profondément marquée dans l'urbanisation. Le Champagne, si vous voulez, a toujours souffert, au niveau de sa main-d'œuvre, de la concurrence, de l'attractivité du marché parisien pour les ouvriers. Donc il fallait arriver à fixer les ouvriers sur place. Par ailleurs, c'est une profession, je vous dis que c'est une profession industrielle, mais la taylorisation a touché le Champagne beaucoup plus tardivement que les autres industries. Donc ce n'était pas des ouvriers interchangeables qu'on avait, on avait des ouvriers de métier qu'il fallait former. Un remueur, par exemple, ça prend à peu près 3 ans à former. Donc on ne pouvait pas se permettre, si vous voulez, de perdre ces ouvriers et d'avoir une main-d'œuvre volatile. Il fallait absolument les fixer, et d'où la nécessité, si vous voulez, d'avoir des politiques sociales, de logement, etc. Je dirais qu'il y a un dernier aspect aussi dans le Champagne, c'est l'influence du catholicisme social. Bertrand Demain, le patron de Veuve Clicquot, c'est le fils d'Albert Demain, le grand député catholique social. Les Vauguet, c'est pareil, c'est une grande famille de catholiques sociaux. Tout ça, c'est proche des Harmel, par exemple, etc., de Monseigneur Langenieux. Et puis, il y a aussi l'influence du mutualisme rhénan. On a parlé de ces négociants allemands qui sont venus et qui apportent aussi cette vision sociale dans le Champagne. Donc tout ça va se marquer très profondément dans le paysage. Alors le problème, c'est que les ouvriers cavistes ont un caractère assez indépendant et acceptent assez mal une emprise trop directe du patronat qui cherchera à régir leur vie au-delà du cercle de l'entreprise, y compris dans leur vie privée. Et donc les maisons de Champagne vont imaginer des politiques sociales qui rendront moins visible justement l'implication patronale. Et dans le domaine du logement notamment, peu de maisons construiront des cités ouvrières réservées à leurs seuls ouvriers, sauf dans le vignoble. En revanche, les patrons des maisons de Champagne vont être très investis dans les initiatives collectives en faveur du logement. Et l'initiative la plus connue, c'est celle du foyer rémois, société de HBM, donc d'HLM si vous préférez, qui a été initiée par Georges Charbonneau. Georges Charbonneau, c'était un verrier de Reims. Mais ce qu'on oublie toujours de dire, c'est qu'avec Georges Charbonneau, il y avait énormément de maisons de Champagne qui ont investi dans cette société HLM, donc la Veuve Clicquot, la maison Veuve Clicquot, les Krug, les Ablé, etc. etc. Et justement, en associant différents industriels, l'ouvrier ne devait plus avoir le sentiment de dépendre directement de son patron. Lorsqu'il perdait son travail, à la différence d'une cité dépendant seulement d'une maison, et quand il perdait son travail, il ne perdait pas nécessairement sa maison et son logement. Et pour autant, le projet du foyer rémois est d'abord idéologique et suit les mêmes objectifs que les politiques paternalistes les plus classiques. Il s'agit par le biais du logement d'éduquer la classe ouvrière et de combattre le développement du communisme. Par exemple, le foyer rémois doit restaurer les principes de la famille en donnant à chacune un toit. On doit occuper sainement les ouvriers en leur donnant des jardins, ce qui les éloigne du cabaret et du communisme. On doit créer plein d'institutions dans ces cités, des cours ménagers, à l'éducation des enfants. Je vous cite une lettre de Charbonneau à Bertrand Demain, donc le patron de Veuve Clicquot. La combinaison me paraît intéressante également pour toutes les grandes maisons de Champagne qui ont un personnel de choix qu'elles désirent s'attacher. Elles pourraient, le cas échéant, quand leurs ouvriers n'ont pas d'économie assez importante pour représenter 1/5 de la construction à faire, leur prêter la somme manquante. En rendant des ouvriers propriétaires, on en fait des hommes sages. On les écarte à la fois du cabaret et du bolchevisme. On ne peut pas être plus net. Vous voyez, comme quoi, ce n'est pas de la psychote de cégétistes. Donc, cependant, ces mesures éducatives visent aussi à la bonne conservation des nouveaux logements. Et pour Georges Charbonneau, c'est d'abord à cet objectif qu'obéissent les cours ménagers. Là, je vous donne une autre citation qui est assez savoureuse. Alors, m'envoyez pas de tomates, c'est pas moi qui ai écrit ça. À quoi bon apprendre à toutes les fillettes l'histoire, la géographie et tant d'autres matières qu'elles ont oubliées au bout de quelques mois, si elles doivent être ensuite incapables de remplir leur rôle de mère de famille?
Ne serait-il pas beaucoup plus utile de leur apprendre la tenue d'un ménage, la valeur des aliments et les soins à donner leurs petits frères et sœurs pour leur permettre d'aider leur mère et d'élever elles-mêmes plus tard leurs enfants dans les conditions d'hygiène désirables? Je vous le demande. Alors, le principe est d'offrir des logements qui seront attribués en priorité aux familles nombreuses, parce que les familles nombreuses avaient beaucoup de mal à se loger, parce que même auprès des sociétés HLM, parce que financièrement, elles étaient beaucoup plus fragiles. Le foyer rémois va se développer surtout en fait dans les années 20, même s'il est créé en 1900, donc au lendemain de la Première Guerre mondiale, donc dans le cadre de la reconstruction. Et la cité du chemin vert, qui est la plus connue, va être conçue par Jean-Marcel Auburtin, membre fondateur de la Société des architectes urbanistes au lendemain de la Grande Guerre, et avec un style justement original de maison pavillonnaire donc alsacienne, de style alsacienne, et construit au sein d'un grand jardin à l'anglaise. Mais le foyer rémois va quand même voir son développement limité par des conflits permanents avec les pouvoirs publics. D'abord pour des raisons idéologiques, comme il est très influencé par le catholicisme social, ça gêne le pouvoir politique, les radicaux. Et puis il est aussi vrai que le foyer rémois ne cache pas son objectif de montrer la supériorité de l'initiative privée, plus proche du terrain, plus apte à faire des économies, à éviter le gaspillage, sur les initiatives publiques, et notamment sur les offices publics de HBM. Aussi, et puis, donc du coup, le gouvernement, puis la municipalité ne va pas arrêter de leur mettre des bâtons dans les roues. La municipalité leur reprochera de ne pas respecter les plans d'urbanisation, et du coup, ils ne construiront pas les travaux de voirie nécessaires. Et le gouvernement plafonnera l'augmentation des loyers, ce qui rendra leur projet financier difficile. Alors, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, je vais terminer là-dessus, avant de passer la parole à Giovanni, il y a une deuxième initiative qui montre la maturation du Champagne grâce à la Seconde Guerre. Vous savez, la Seconde Guerre mondiale, ça a réuni dans les camps de déportés des patrons de droite avec des ouvriers de gauche communistes. Et c'était le cas, par exemple, de Bertrand de Vogüé, qui était le patron à l'époque de Veuve Clicquot, qui a été déporté, et de Charles Gougiary, qui était un cégétiste communiste, qui lui aussi a été déporté. Et bien, tous les deux, au lendemain de la guerre, se sont réunis ensemble pour créer ce qu'on appelait l'effort rémois, qui s'inscrivait tout à fait dans la veine si vous voulez, du programme du Conseil national de la résistance. Et c'était vraiment la fraternité née dans les camps. Et l'idée, en fait, on s'inspirait du modèle roubaisien en fait, du comité interprofessionnel du logement, mis en place sous Vichy, qui était une société en fait, de HLM, fondée grâce à une cotisation de 1% de la masse salariale de tous les gros entrepreneurs de la ville. Et Reims va être la deuxième ville de France à mettre ça en place. Et cette société est co-gérée en fait, c'est-à-dire que cette fois-ci c'est plus seulement les patrons qui gèrent, c'est aussi les représentants syndicaux. Et donc ils vont co-gérer et ils vont notamment aussi gérer ensemble les attributions de logement, c'est-à-dire c'était sur enquête des délégués patronaux et des délégués CGTistes qui venaient ensemble visiter les familles d'ouvriers. Alors c'est des rapports qui sont souvent amusants à lire d'ailleurs. Ça en dit beaucoup sur l'état des ouvriers à l'époque. Et si vous voulez, ce côté paritaire et cette absence d'idéologie va beaucoup rassurer les pouvoirs publics qui vont beaucoup soutenir en revanche l'effort rémois, à la fois par un soutien financier et par une expertise technique. Enfin, dernier aspect, et j'en terminerai là-dessus, de cet impact de l'esprit social du Champagne sur l'urbanisation. À Épernay, au XIXe siècle, tout ce qui est équipement urbain, et notamment l'hôpital Auban-Mouette, qui est une merveille des dernières normes au XIXe siècle de l'hygiénisme, avec une construction de 16 pavillons différents, justement pour éviter, si vous voulez, les épidémies et les contaminations. Et donc ça, c'était vraiment les dernières normes. Et voilà. Et j'en laisse la parole à Giovanni. Quand on m'a demandé de partager cette causerie avec Yves, je me suis dit, mais de quoi vais-je parler? Et on m'a dit, mais Giovanni, tu as construit un gros bâtiment industriel en plein milieu de la Champagne, donc c'est normal que tu puisses expliquer ton travail. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler. Et comme je suis architecte, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait un bâtiment comme ça? Et j'ai essayé de revenir un petit peu à mes sources, aux miennes, à celles que j'ai appris à l'école, et je me suis rappelé de Vers une architecture de Le Corbusier, un livre écrit en 1923, et j'ai retrouvé cette image de la première couverture. C'est un manifeste sur l'architecture moderne, et l'image qui est présentée en première page, c'est la passerelle d'un bateau. Donc ça n'a rien à voir a priori avec de l'architecture. Ceci dit, ça montre l'ère du temps.
Ça montre l'esprit nouveau du temps dans lequel il écrit et les avancées techniques qui existent à l'époque, et que l'architecture forcément doit s'en inspirer et prendre ce qu'il y a de bon dans l'industrialisation. Donc c'est pour ça que je vous ai montré ça. Parce qu'en fait, tout ce qu'a dit Yves, il y a plein de points, on les retrouve, j'ai l'impression de les retrouver dans les bâtiments, quand j'ai dessiné les bâtiments. Et ces faits historiques, on n'y pense pas forcément quand on le fait, mais une fois qu'on l'a fait, on se dit, bah oui, forcément, ça fait partie de ma culture aussi, de concevoir comme ça, puisqu'on m'a appris à réfléchir comme ça. Et Le Corbusier m'a appris un peu à réfléchir comme ça. J'ai voulu aussi vous parler d'une des pages qui est assez connue de Vers une architecture, où il compare les temples en haut, le temple de Paestum et le temple du Parthénon, avec deux voitures de l'époque. Il fait cette comparaison parce qu'il parle des standards. Les standards, à l'époque on bâtissait un temple, on savait qu'il y avait un socle, une partie centrale et un fronton. Dans une voiture, on sait qu'il y a un moteur, il y a 4 roues, il y a un volant, et c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on transmet son savoir avec des principes. C'est le mot architectone, architecture, arché le principe, et tectone la technique. Donc ça, c'est des choses que l'on transmet. Et je pense qu'on transmet le même savoir quand on apprend à un jeune architecte à devenir architecte qu'un jeune mécanicien à devenir mécanicien ou à connaître son métier. Donc ça, je voulais faire ce rapprochement-là parce que entre le champagne et l'industrie, il y a un petit peu cette osmose aussi de transmission et de précision. Et je voulais vous montrer un bâtiment qui s'appelle le Fort Chabrol, qui appartient à Moët et Chandon, qui est à Épernay. Et j'ai l'impression que c'est le premier centre de recherche pour dire que le champagne, c'est bien une industrie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait de la recherche, c'est pas de l'artisanat. On ne découvre pas par hasard, mais on essaye de trouver des solutions à grande échelle. La recherche, c'est aussi pour aller de l'avant et pour prospecter et justement ne pas être dans l'échec. Et quand on construit un bâtiment, j'ai envie de dire contemporain pour l'époque, parce que ça doit être début 20e, ça va avec le phylloxéra, on n'oublie pas le passé. C'est-à-dire on construit un bâtiment avec une architecture symétrique, avec un axe clairement identifiable, avec un socle, un petit peu comme un temple, avec une partie centrale et avec un toit. Et après, on y ajoute la technique, il faut une serre. Donc, à un moment donné, la partie industrielle et la partie fonctionnaliste reprend le dessus dans les bâtiments industriels. Et on s'aperçoit qu'il y a une des ailes, c'est une serre, parce que forcément, s'il n'y avait pas de serre, ça ne marchait pas pour faire le projet. Donc, le bâtiment industriel aujourd'hui, c'est un bâtiment qui a un rapport avec son histoire, avec la culture du lieu dans lequel on est, avec les avancées techniques dans lesquelles on vit, mais aussi qui a un rapport direct avec le process. Voilà. Et le process, c'est pour ça qu'il est là, ce bâtiment industriel. C'est pour abriter le process et pour abriter les hommes qui vont travailler avec ce process. Et ça n'a pas changé, ça a toujours été comme ça. Donc je vous ai montré cette image-là. Et par conséquent, je vous montre l'autre bâtiment de production qui a exactement la même composition, qui est symétrique, qui a un socle clairement identifiable, qui a une partie centrale et qui a un couronnement. Et ce bâtiment-là, c'est un bâtiment très contemporain à l'époque, construit en 1928. C'est à l'époque des Halles de Reims, c'est l'époque du béton armé, c'est l'époque des grandes portées, des systèmes poteau-poutre, pour justement amener cette flexibilité au process, parce que c'est quelque chose qui évolue tout le temps. La recherche évolue, le process évolue, les manières de faire évoluent, mais sauf que l'architecture fait plutôt partie du temps long, c'est-à-dire quelque chose qui va rester et qui est marqué par autre chose, autre chose que l'évolution du process. L'architecture, elle est là parce qu'elle s'intègre dans un paysage, elle s'intègre dans une ville, elle s'intègre dans une époque, alors que le process, lui, il va traverser tout ça et pendant une même époque, il va évoluer, alors que l'architecture ne pourra pas évoluer. Mais par contre, elle doit permettre au process d'évoluer. Donc toutes ces choses-là, je les ai appris tout simplement à l'école et en regardant autour de moi. Donc je vais vous présenter quelques projets. Et qu'est-ce qui a changé entre avant et aujourd'hui?
c'est quelque chose de tout simple, c'est le paysage. C'est-à-dire que si aujourd'hui on construit un bâtiment industriel dans un village, dans une ville ou vraiment en plein milieu des champs, il y a une mesure qui est nouvelle, c'est le paysage. Le paysage environnant, l'échelle des, comment dire, des constructions voisines. Enfin, moi, je fais très attention à ça, puisque en fait, j'aimerais, et si c'est possible, j'aimerais construire des bâtiments qu'on a l'impression qu'ils ont toujours été là, alors que c'est pas vrai, puisque je viens de les construire. Mais en même temps, c'est l'impression que ça doit donner. C'est-à-dire, c'est une industrie. Le champagne est une industrie. C'est une industrie de luxe. Mais c'est aussi quelque chose qui, il l'a bien expliqué en plus Yves, en disant on ne fait pas de publicité parce qu'on aimerait plutôt que ce soit les autres qui disent du bien de nous. Eh bien, quand une maison de champagne veut s'installer dans son terroir, elle est là depuis longtemps, et ben, elle n'a pas envie de gâcher des choses ou elle n'a pas envie, à mon avis, d'être ostentatoire et de montrer qu'elle est là. Elle a envie de donner l'impression que, ben, effectivement, elle s'est installée là parce qu'elle devait s'installer ici parce que c'est là qu'elle doit être, parce qu'en fait, on a une production qui ne peut pas être délocalisée, et donc elle est là où il y a les vignes et l'appellation, mais en même temps, elle est là où elle fait attention, et cette attention est très importante avec toutes les maisons de champagne avec qui j'ai travaillé, c'est l'attention au voisinage, l'attention au village, l'attention au territoire dans lequel elle est implantée. Donc ici, vous avez une vue de Mailly, je ne l'ai peut-être pas dit, parce que j'ai l'habitude de mes projets. Et ici, c'est une autre dimension de la vue de Mailly, où là, on voit bien aussi que le bâtiment dans lequel il y a le process intègre aussi une autre dimension qui est celle de l'accueil et celle de la, comment dire, de la bienveillance, de bien recevoir. Cette porte que vous voyez au fond, c'est une porte qui est vraiment destinée au process parce qu'il fallait ouvrir sur 12 mètres de large quand c'était les vendanges, parce qu'il fallait y mettre 4 camions. Et c'est vraiment une quantité mesurée, enfin voilà, ça fait partie du process. C'est pas pour autant qu'on a fait une porte sectionnelle à 2 francs. On a fait une porte qui a un rôle solennel. On va l'ouvrir qu'une fois par an pendant 15 jours. Donc c'est le moment le plus attendu des vignerons, et donc il fallait que cette porte ait quelque chose de magique. C'est pour ça qu'elle mesure 3 mètres de haut, 12 mètres de long, et qu'elle, comment dire, qu'elle soit décorée aussi comme ça. On le voit bien aussi avec l'intervention de Yves, l'intégration du décor, du art and craft, faire en sorte que les gens trouvent que leur lieu de travail est joli, qu'on s'y sente bien, qu'il soit agréable. Et ben, quand on décore aussi un bâtiment, c'est pas pour le montrer forcément aux autres, mais surtout pour ceux qui ont investi dedans, pour montrer à ceux qui travaillent pour eux qu'on sait être généreux et de leur donner des espaces qui soient beaux et qui ne sont pas là que pour trimer, mais aussi là ils sont aussi là pour s'épanouir. Et voilà. Et donc, la partie que vous voyez devant, c'est un quai, ça sert aussi au process, parce qu'il faut décharger des caisses à ces endroits-là. Voilà, donc, c'est l'histoire du bâtiment industriel aujourd'hui, c'est être à la fois industriel, parce qu'on en a besoin, mais à la fois, il faut qu'il y ait une dimension esthétique qui est importante. Ici, vous avez un autre village qui est le village voisin, qui est le village de Verzenay, où j'ai construit un bâtiment qui se trouve ici, voilà, et qui est un vrai site aussi industriel, avec comme particularité d'avoir 2 niveaux de cave. C'est un bâtiment qui est très profond parce qu'il est enterré quasiment de 13 mètres. Et la parcelle étant petite, il fallait quand même être, entre guillemets, excusez-moi l'expression, rentable sur le terrain. Donc il fallait additionner les niveaux et je me retrouvais avec un niveau supérieur très important. Et donc j'aime bien cette photo-là parce que si je ne montre pas où est mon bâtiment, des fois les gens ne le voient pas. Donc je dis c'est bien, j'ai réussi ce que je voulais faire, qu'il ne soit pas très visible. Et tout à l'heure je parlais de Mailly, Champagne, en disant on attend autre chose d'un bâtiment entre guillemets industriel du Champagne.
on attend qu'il représente aussi le vigneron, la maison ou la coopérative. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui a son image. Et vous le verrez avec le projet de Wari, comment on a fait ça. Mais ici, avec le projet de Manuel Janisson, donc à Verzenay, c'est un bâtiment qui lui ressemble. C'est un bâtiment il a toujours voulu rester à Verzenay parce que c'est son village natal, sa famille est là, et on lui a jamais proposé de terrain à Verzenay. Une fois, un jour, il achète des vignes et il arrache les vignes pour construire son bâtiment. C'est pour vous dire l'importance de l'attachement à son territoire, parce qu'on aurait pu lui proposer, et on lui a déjà proposé, maintes CCI lui ont proposé des terrains ailleurs, il aurait pu faire son exploitation. Mais c'est très important aujourd'hui pour un industriel de revendiquer son appartenance à un terroir et d'y faire très très attention, parce qu'en fait c'est aussi son image. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit, entre guillemets, poli, qu'il soit respectueux, qu'il soit attentif, qu'il soit bienveillant avec tout ce qui l'entoure, parce qu'il faut qu'il s'intègre. Voilà. Quand on veut s'intégrer dans un groupe, eh bien, c'est un peu toutes ces qualités-là qu'on est obligé, en tant qu'être humain, de développer. Et l'architecte est le commanditaire du bâtiment industriel dans un village de cette qualité. Et il a ce même comportement d'attention. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Maintenant, nous sommes à Wari. Donc, Wari, c'est le nouveau centre de Moët et Chandon. Là, on voit un plan masse. Donc, un plan masse, c'est une vue du dessus. Ce plan masse est ancien, c'est pas le nouveau. Le nouveau, on a rajouté une cuverie, on a allongé les caves. Mais si je vous le présentais, enfin, c'est pas ça le plus important, puisqu'on a imaginé quand même un projet, c'est un vrai projet industriel, on va dire. C'est un projet qui est là pour évoluer, mais en évoluant, il garde toujours la même esthétique. C'était le point de départ. L'autre point de départ, c'était si jamais on devait s'arrêter demain, parce que c'est un grand groupe, il faut que les bâtiments qui sont construits soient finis, dans le sens où si le projet est abandonné pendant 30 ans, la qualité de ce qui est sorti est définitive. Il n'y a pas un bout qui manque, il n'y a pas, voilà. Donc ça, c'était une complexité depuis le départ. C'est une vraie complexité d'industriels et de gens très attentifs à la qualité de leur paysage, parce qu'en plus, ce bâtiment-là est vu depuis le château de Saran, qui appartient aussi à Moët et Chandon, et depuis tous les coteaux. Donc on a pris parti de séparer chaque élément du process. Et là, vous pouvez voir le premier élément du process en bas, qui est une cuverie. En haut à gauche, le rectangle vert pâle, qui est le dégorgement. Au milieu, le tirage. Et à droite, l'habillage. Et le vert foncé que vous voyez là, sur 2 niveaux, il y a des caves, voilà, enterrées. C'est un bâtiment qui fait vraiment corps avec le paysage. Ma première préoccupation a été de construire un site extraordinairement grand et que l'on ne voit pas, ou que l'on voit en s'émerveillant en disant c'est beau, mais pas, voilà, on a construit, j'ai pas envie de mettre le mot usine, mais c'est surtout pas ça, voilà. Et même le mot commanditaire, Moët et Chandon, enfin le groupe LVMH, c'est pas du tout comme ça qu'on appelle ce bâtiment-là. On appelle le site Montaigu, qui est du nom de la loge qui est juste à côté. Et c'est un bâtiment que l'on a voulu le plus discret possible, le plus furtif possible vis-à-vis du paysage, parce qu'il est d'une grande ampleur et on ne pouvait pas faire des cuveries posées comme ça sur le sol de 12 mètres de haut. Il est à l'image de Moët et Chandon. Les mots qu'on m'avait dit la première fois, c'était Moët et Chandon, l'esprit pionnier. Et c'est vrai. On ne peut pas leur retirer ça. Moët et Chandon, c'est un esprit pionnier. C'est le premier qui a fait, un centre de recherche pour essayer de sauver les vignes. C'est le premier qui a fait un bâtiment contemporain en plein milieu d'Épernay, comme un palais magnifique en plein centre-ville, alors que la ville était plutôt d'un style éclectique 19e, et que voilà, avec les pierres et ainsi de suite. Donc voilà, ils ont toujours été pionniers, et moi j'avais cette responsabilité-là de continuer. Quand ils ont écrit les premières lignes à la reconstruction de leur site avenue de Champagne,
c'est pas prendre un risque, mais ils savaient où ils allaient parce que c'était quand même une élite qui construisait des bâtiments très contemporains. Là, ils ont eu le même état d'esprit. Et l'histoire un petit peu se répète. J'ai vraiment l'impression d'être, comment dire, d'être devant ce champ et de me dire, bah, Giovanni, c'est à toi de jouer et on me fait confiance. Ça, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire un architecte, c'est de lui faire confiance. Parce qu'en fait, il y passe sa vie, il y passe son temps. Il essaye de faire du mieux pour que son client continue de croire en lui, de rêver et de prospérer aussi, puisque je suis là aussi pour que mon client ne perde pas d'argent et soit satisfait du travail. Alors, quand on m'a confié ce projet-là, j'ai eu une image en tête, c'était celle d'un bâtiment d'un architecte allemand, Ludwig Mies van der Rohe. Et je me suis dit, il faut que je fasse le bâtiment le plus intemporel possible. Et j'avais cette image-là, et je suis allé à Berlin avec des personnes de Moët et Chandon, et je leur ai montré la Neue Galerie. Quand nous sommes revenus, ils étaient un petit peu subjugués, et surtout, ce qui les avait surpris, c'était la prouesse technique de ce bâtiment-là, qui avait été construit en 1958. Et je leur ai dit, on peut faire exactement la même chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous ne savez pas ce que vous allez mettre dedans, outre des cuves, outre un process. On ne connaît pas la dimension du process. C'est compliqué, j'avoue, mais comme tout évolue, puisque c'est un peu l'esprit pionnier. Le pionnier, il est devant, il tire toute une équipe derrière lui, mais on ne sait pas vraiment où on va. Et qu'il fallait définir aussi budgétairement où on allait, sans savoir exactement où. J'ai dit, on va faire un bâtiment où il n'y a pas de poteau à l'intérieur. Et c'est pour ça que je les ai emmenés voir la Neue Galerie de Berlin, qui est un musée, pour leur dire c'est possible. Donc on l'a fait. Et tous les bâtiments que l'on a fait, il n'y a aucun poteau à l'intérieur, de telle sorte à ce que l'on puisse faire évoluer le process en cours de construction. Et encore maintenant, il évolue et il s'améliore. Et pourquoi on veut faire évoluer le process? Parce que tout simplement, on veut les meilleurs outils. C'est-à-dire qu'il y a dans le bâtiment industriel aujourd'hui la qualité de l'outil. C'est des hommes qui travaillent derrière des machines, mais ces machines-là, elles sont vraiment à leur service. Elles accomplissent des tâches automatiques qui sont peut-être pénibles à faire pour un homme, mais pour une machine, c'est très simple. Elle sait garder une cadence, elle sait être très très précise, et les hommes sont là simplement pour surveiller les machines. Donc ils sont dans un lieu qui est vraiment agréable à vivre, et ils n'ont plus la pénibilité du travail que l'on a. Donc aujourd'hui, construire un bâtiment comment dire, un bâtiment avec un process dedans, c'est penser avant tout à la qualité de vie dans ce bâtiment-là. Donc ce bâtiment se résume en fait à un socle, le socle un petit peu comme le temple tout à l'heure, le socle qui a un rapport avec le sol, avec le terroir, avec la terre, avec l'humidité, et une partie centrale qui est entièrement vitrée, qui vous permet de voir le paysage à travers le bâtiment. Donc c'est le lieu des hommes, les lieux où l'homme travaille, j'ai envie de dire, on travaille à la même hauteur dans les vignes que sur les machines du process. Et un entablement. Donc l'entablement, c'est la partie supérieure du bâtiment qui a un rapport avec le ciel. C'est un élément un petit peu magique de cette architecture parce que c'est celui qui crée l'ombre à l'intérieur du bâtiment. Une ombre unique tous les jours, mais toujours perpétuelle, qui bouge, qui fait en sorte que la journée est belle ou est pas belle. Et en fait, cet entablement posé sur des simples poteaux en périphérie montre les prouesses de cette structure. Ce sont des bâtiments qui communiquent les uns avec les autres. Alors je vous montre les bâtiments sans process parce qu'on est vraiment dans un site industriel. Et j'ai de la chance d'avoir ces photos-là où le process n'est pas encore mis dedans, puisque je ne peux pas vous dire tout ce qu'il y a dedans.
Comme quoi la Champagne est bien un lieu où on travaille avec l'industrie, avec des concurrences, avec un savoir-faire qu'on n'a pas forcément envie de dévoiler, et que c'est un vrai travail de recherche. Donc la première idée que j'ai eue de ces bâtiments-là, c'est de faire un lieu magnifique, extraordinaire, pour des gens qui allaient travailler là 2 fois 8 heures, et qui à un moment donné devaient se sentir dans un lieu un petit peu à part. Je les ai un petit peu couconnés, j'ai envie de dire, avec une qualité acoustique dedans, une qualité d'éclairage naturel qui n'existe pas ici en Champagne, hein, parce qu'il faut savoir que dans la plupart des maisons de Champagne, le tirage, c'est dans un sous-sol, le dégorgement, c'est dans un sous-sol, et l'habillage, c'est dans un hangar. Moët et Chandon m'a fait confiance sur ce bâtiment-là parce que je pense j'ai su les faire rêver avec cet édifice, enfin cet ensemble d'édifices, tout en gardant la logique du process, mais aussi l'histoire de Moët et Chandon. Cet ensemble de bâtiments est historique pour la marque, comme a été historique celui de l'avenue de Champagne. Quand je dis c'est historique pour la marque, c'est qu'ils ne vont pas faire ça tous les jours, que c'est un investissement extraordinaire, rapporté au prix de la bouteille, c'est très, très important. C'est un lieu qui, on parlait de coffre-fort tout à l'heure, mais c'est un vrai coffre-fort, tout vitré, mais c'est un vrai coffre-fort. Vous imaginez une cuverie où il y a 160 000 hectolitres de champagne, la valeur que ça peut avoir. Donc c'est vraiment un bijou. Et les gens s'y sentent bien, et ils n'ont pas l'impression de travailler dans un coffre-fort, et pourtant ils sont dans un coffre-fort, dans le bon sens du terme. Ils se voient tous travailler sur le même niveau, alors qu'habituellement ils ne se voyaient jamais travailler, et des gens des fois ne savaient même pas qu'ils travaillaient ensemble. Donc il y a vraiment un bon esprit de convivialité aussi sur ce site. Quand j'arrive sur le site, tous les ouvriers me disent bonjour. C'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir fait vraiment mon travail d'architecte, c'est-à-dire d'avoir fait plus que de construire un bâtiment, mais d'avoir créé une sorte de bien-être chez les gens qui travaillent là. Je me suis même fait un ami qui est au tirage. C'est peut-être anecdotique, mais ça ne m'était pas arrivé avant. C'est-à-dire que cette personne-là est venue me dire qu'elle se sentait bien là où elle travaillait, qu'elle était super contente d'être là, et qu'au début, quand on a parlé de ce nouveau site, il était le premier à vouloir faire grève. Et après, quand il était là, il dit pour rien au monde, je donnerai ma place, parce qu'on m'a pris en considération. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, bah, ça c'est bien. Moi, j'ai su considérer mon client, et mon client a su considérer les gens qui allaient travailler dedans. Et c'est pour ça qu'il est allé jusqu'au bout de l'idée. Et c'est pour ça que j'ai aussi, j'ai eu cette chance de faire ça, parce que j'ai quelqu'un qui a cru en ce concept en disant, si les gens sont bien dedans, ils travailleront bien, ils feront attention aux machines. Si les machines, elles sont belles, parce qu'on a travaillé aussi sur le process, même en tant qu'archi, on a enlevé tous les capots de protection. Elles sont bien protégées, les machines, mais on a enlevé les capots de protection qui étaient moches, qui venaient cacher toutes les machines, parce qu'il y a des normes qui disent qu'on doit protéger les machines, ce qui est normal. Nous, on a simplement remplacé ces capots par des volumes en verre à 1 mètre des machines. Donc il n'y a aucun danger, personne ne peut toucher les machines, et elles sont magnifiées, ces machines-là. Vous voyez les bouteilles tourner dans tous les sens, et les robots, enfin c'est très joli à voir, et les gens prennent plaisir à être là. Voilà, ils vont au travail avec plaisir. Et faire un site industriel dans le Champagne aujourd'hui, dans le Champagne qui a une image de luxe, c'est de faire travailler les gens dans le plaisir. Et puis on a fait des caves. Alors je voulais vous montrer un bel escalier. Alors j'aurais bien voulu construire un bel escalier comme à Ruinart, ou comme celui que vous avez vu sur les dernières photos de Pommery dernièrement en publicité. Voilà, j'en ai fait un autre en descendant les caves. Donc il y a 2 niveaux de caves qui sont enterrés. Cet escalier-là, j'ai voulu avoir une forme, bien que je sois très rigoureux, une forme d'ivresse. On s'est dit, on descend à la cave, on va y trouver du bon vin. Donc je voulais lui donner un petit peu une forme qui avait un rapport avec la solennité de descendre déjà dans cette cave, et puis avec l'ivresse. Voilà. Et il y a de la lumière naturelle qui arrive ici. Et quand on se retourne et quand on arrive en bas, vous avez
la lumière orange pour éviter de donner le goût de lumière. Et là, vous êtes dans le process et là, je ne peux pas vous montrer. Mais j'ai une photo que je peux vous montrer et qu'il faut bien profiter parce qu'elle n'existe plus et vous ne pouvez plus le voir comme ça et vous ne verrez plus jamais ça comme ça. C'est celle-ci et elle met à l'honneur le photographe de l'agence. Voilà, c'est-à-dire ça, c'est 13 mètres sous terre et toutes les parties que vous voyez comme ça, toutes les rangées dans ce sens-là, c'est rempli de champagne. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une référence qui est celle de Mies van der Rohe et vous allez comprendre comment j'ai dessiné ça et ce que j'avais derrière la tête quand j'ai dessiné ça, j'avais ça. Donc là, c'est une partie que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette photo-là parce que c'est le derrière du musée. Quand on arrive sur le musée, il y a un socle et on voit que la partie centrale est l'entablement. Et ici, vous voyez le derrière, c'est-à-dire la cour des sculptures et la partie basse du musée et la partie haute du musée. Et donc, je me suis inspiré de ce bâtiment-là parce que je pense que c'est le temple de l'architecture moderne et qu'on n'a pas fait mieux que celui-là depuis qu'il existe. Donc ça, c'est ma conviction. C'est un bâtiment symétrique, c'est un bâtiment très très simple. On ne peut plus rien enlever. Si on enlève quelque chose, ça ne marche plus. Et je voulais que l'esprit pionnier de Moët-et-Chandon soit comme ça, qu'on puisse ne plus rien enlever. Et donc, tout de suite, quand on m'a dit, Giovanni, il faut que tu fasses le bâtiment que tu ferais si tu étais Bernard Arnault, je me suis dit, je ferais ça. Et quand j'ai présenté la première fois ce bâtiment-là et les dessins que j'avais faits, on m'a dit, c'est fou. Et je dis, oui, mais on m'a demandé de faire quelque chose qui serait extraordinairement magnifique et qu'après, on ne pourrait plus rien faire d'autre que de dire, c'est évident, c'est ça qu'il fallait faire. Et c'est ça qu'on a fait. Et l'intérieur de notre cuverie ressemble beaucoup à ça. Donc là, c'est l'intérieur du musée de Mies van der Rohe. Et c'est des œuvres d'art. Tout à l'heure, je vous parlais de la valeur, d'imaginer la valeur qu'il y a dans une cuverie de 160 000 hectolitres remplie de vin. Et si vous comparez avec toutes les œuvres d'art qu'il y a dans ce musée-là, je parie qu'il n'y en a pas la moitié en valeur. Voilà. Donc, ce qu'on a abrité à Ouari vaut bien plus que ce qu'il y a abrité ici, en argent. Et puis ça, c'est un petit dessin pour finir, parce qu'en fait, l'architecte, il dessine. Et puis, je voulais vous dire que c'est un bâtiment industriel. J'aime pas trop dire ce mot-là, mais bon, maintenant, il y a même des décorateurs qui disent qu'ils font de la décoration industrielle. Alors, c'est peut-être l'esprit de l'époque, mais j'aime pas trop ce mot-là. Pour moi, c'est un bâtiment de travail, un bâtiment de bien-être. Mais bon, le Champagne est une industrie, c'est un bâtiment industriel. Et en 2014, ce bâtiment-là a eu le prix du grand public architecture contemporaine. Et donc, j'en suis très fier parce que c'est le grand public qui a voté. Et donc, ça veut dire que cette architecture qui est à la fois industrielle plaît aussi à tout type de personnes puisqu'elle est essentielle. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, merci.